la 5e circonscription de Saône-et-Loire. Comment vous avez vécu en tant que député, comment vous avez vécu la dissolution voulue par le président de la République? Écoutez, je crois que c'est une décision extrêmement courageuse qu'a prise le président de la République. En réalité, c'est la décision peut-être la plus aboutie qu'il pouvait prendre. Il a eu le courage de le faire. C'est à la suite d'un résultat électoral qui est une défaite pour la majorité présidentielle. Un message clair de mécontentement, de colère, de forte attente de la part de nos concitoyens partout en France, mais également aussi en Saône-et-Loire, à Châlons, à Buxy, à Monceau et dans les 56 communes de notre belle circonscription. Donc voilà, et dès lors, et dès qu'il a indiqué qu'il dissolvait l'Assemblée, eh bien je me suis porté candidat à ma réélection parce qu'il y a encore beaucoup de choses à faire et je le ferai si les Saône-et-Loiriens me font confiance demain, eh bien je le ferai avec beaucoup d'engagement et beaucoup de cœur. Alors vos confrères disent, de quel que soit le bord politique, que la campagne est très très courte et que c'est quand même assez difficile. Comment vous vivez cette préparation de campagne? Vous avez 15 jours pour faire campagne. On a effectivement un temps limité, j'en conviens. Moi, dès la nuit du dimanche à lundi, je me suis mis en ordre de marche. Je remercie évidemment tous les nombreux soutiens que j'ai reçus, des soutiens de beaucoup en Saône-et-Loire, et puis tous les bénévoles qui sont à mes côtés depuis le premier jour, depuis lundi dernier, et donc lundi il y a 8 jours. Et donc, écoutez, faut pas se poser de questions, il faut aller convaincre, il faut aller sur le terrain, et moi c'est ce que je fais, et j'ai pris l'engagement en tout cas d'aller voir les 56 communes de la circonscription, et évidemment avec une attention particulière sur Chalon-sur-Saône et Montceau-les-Mines, et toutes les autres communes qui sont les deux plus grandes communes de la circonscription. Alors en 2022, vous êtes gagnant au premier tour contre la NUPES, représentée par Éric Boulet, LFI. Le maire de Châlons, qui était aussi candidat, n'a même pas été au deuxième tour, parce qu'il n'avait pas eu les 12,5%. Vous êtes député, vous êtes un nouveau député, c'est la première fois que vous êtes député. Comment vous avez vécu ces 2 années, au lieu de 5, de député à Paris et aussi dans la circonscription, puisque notre interview de 2022, vous aviez un programme très costaud, notamment de présence sur le terrain. Alors comment vous avez vécu ça, votre parti national et votre parti territorial? Mais ce furent 2 années absolument passionnantes. Moi je l'ai fait avec beaucoup de cœur, beaucoup d'engagement. Peut-être que la seule frustration c'est que ça puisse s'arrêter 2 ans. Mais moi je n'ai pas à rougir de mon mandat, et chacun pourra convenir que j'ai été le plus présent possible partout sur les 56 communes de la circonscription. J'ai rencontré les acteurs économiques, les acteurs associatifs, les maires avec qui j'ai beaucoup travaillé. J'ai fait un comité que j'ai réuni 4 à 5 fois au cours de ces 2 dernières années. Donc j'ai été le plus possible. Je n'ai pas vu tout le monde, la circonscription c'est quasiment 130 000 habitants, donc probablement quelques milliers, mais peut-être pas tout le monde, ça c'est certain. Et donc j'ai mené beaucoup de dossiers sur le territoire. La question de la brigade des douanes de Chalon-sur-Saône qui a failli fermer, et j'ai été aux côtés de nombreux élus du territoire pour porter auprès de Gabriel Attal, auprès de la directrice générale des douanes à l'époque, et bien le fait que nous continuions à opérer des opérations de douane à Chalon-sur-Saône, et surtout que la brigade soit renforcée. La question des brigades de gendarmerie, nous sommes un des rares départements et un des seuls départements de France à avoir obtenu 4 brigades de gendarmerie, dont une à Lue, dans notre circonscription, qui opérera sur tout le sud chalonnais. Et puis, bien évidemment, la question de l'hôpital de Montceau-les-Mines, qui est un projet qui met fin à des décennies d'errement sur un dossier qui est compliqué, avec des fermetures de services, de la maternité il y a une dizaine d'années, la chirurgie lourde. Eh bien, nous avons eu une bonne nouvelle que j'ai eu le plaisir de communiquer il y a quelques jours, qui est une rallonge budgétaire qui va permettre de lancer dès à présent des appels d'offres. Donc ça, c'est pour le territoire. Et puis au niveau national, moi je me suis battu conformément au mandat qui m'avait été confié il y a 2 ans pour mettre en valeur le travail. Et ça, c'est une valeur qu'on a un petit peu perdue. En tout cas, les gens m'en parlent beaucoup, quelle que soit leur sensibilité politique. Donc, j'ai été de ceux qui ont mis le travail en avant. Évidemment, la question d'inciter à la reprise à l'emploi, la création de France Travail, la perspective d'avoir un chômage plus ajusté aux conditions économiques. Et puis aussi 2 lois que j'ai portées personnellement, le partage de la valeur, qui permet de davantage redistribuer de bons résultats, voire des résultats exceptionnels aux salariés. Et puis, les sujets de simplification que j'aurais pu travailler, pu porter à l'Assemblée nationale, ça aurait dû être dans les prochains jours. Mais bien évidemment, si les Saône-et-Loiriens me font confiance demain, je reporterai à nouveau. En tant que citoyen, on a vu ce qui se passait à l'Assemblée. Comment vous avez vécu un petit peu ce bordel de l'Assemblée nationale avec des drapeaux palestiniens, avec des pupitres qui
qui claquaient, etc. Est-ce que ça n'a pas été trop dur pour vous? Comment vous avez vécu ça? Alors, de façon difficile, bien sûr, et je crois que c'est assez triste, en fait, comme situation. D'abord parce que beaucoup de gens m'en ont parlé. Au cours de ces 2 ans où j'ai arpenté les rues de Chalon-sur-Saône, les rues de Monceau et toutes les rues et ruelles de nos villages, beaucoup de gens nous disaient « Mais qu'est-ce que vous faites à l'Assemblée ?» Alors, vous pouvez avoir des gens qui vous disent bon courage, on croit en vous », et puis il y en a d'autres qui vous mettent tout dans le même sac. Vous imaginez bien que je n'ai pas fait partie de ces fauteurs de troubles qui salissent l'institution. Parce qu'on peut être en désaccord, on peut avoir des désaccords profonds sur des options politiques, plus d'imposition. Moi, je crois au contraire qu'il faut libérer les énergies avec moins d'impôts, plus de pouvoir d'achat. Moi, c'est ce en quoi je crois et c'est ce que je porterai demain en continuant les politiques volontaristes de pouvoir d'achat. Mais je crois qu'au-delà des désaccords profonds qu'il peut y avoir entre les sensibilités, eh bien, c'est une image catastrophique qui est donnée à nos concitoyens. Comment voulez-vous donner, en tout cas, envoyer le message à nos enfants, à nos jeunes, l'idée qu'il faut avoir du respect, le respect de nos institutions, le respect de notre drapeau, le respect d'un certain nombre de nos symboles qui font la grandeur de la France, eh bien, je crois que c'est pas en ayant un comportement tel qu'on l'a observé, donc très triste, et je crois que malheureusement ça a masqué beaucoup de bons débats que nous avons eus à l'Assemblée et que moi j'ai porté dans l'hémicycle, en commission et partout ailleurs. En commission, c'était un travail plus élaboré, plus structuré, moins bordélique. Oui, les commissions, c'est souvent le lieu où le débat est peut-être un peu plus technique. Il reste politique, bien sûr, parce qu'il y a des grandes options. Il y a ceux qui pensent qu'il faut taxer davantage, taxer encore. C'est notamment le cas de la France Insoumise, mais c'est aussi le cas du Rassemblement National, contrairement à ce qu'on peut penser. Moi, je suis pour continuer la politique de baisse d'impôts, de sérieux budgétaire. Donc, ce sont des débats qui sont en général plus techniques, peut-être plus utiles pour les travaux législatifs. Donc oui, les travaux en commission étaient meilleurs. On a malheureusement dans l'hémicycle, parce que c'est plus médiatisé, eh bien, un spectacle, une forme de comédie humaine qui est dramatique, je crois, pour nos institutions et sans doute qui est à l'origine aussi du vote de mécontentement auquel on a pu assister au soir des élections européennes. Alors, en 2022, il y avait 11 candidats pour la 5e, vous n'êtes plus que 6 et vous retrouvez certains de vos adversaires, comme le maire de Châlons, qui n'est plus sous l'étiquette républicain, mais sous l'étiquette d'hiver droite. Vous retrouvez le candidat du Rassemblement National, vous retrouvez la suppléante de la NUPES, LFI, et maintenant du Front Populaire. Alors comment vous voyez ce combat entre vous 6 ? Quel est votre état d'esprit? Il est extrêmement positif. Voilà, moi je me bats pour le bilan, pour l'action que j'ai menée pendant 2 ans et je redemande la confiance des Saône-et-Loiriens pour les prochaines années pour continuer à porter à la fois les projets territoriaux et à la fois les projets nationaux autour du travail, autour de l'école, autour de la santé, autour du pouvoir d'achat, qui sont des vraies questions parce qu'en réalité, les gens nous disent « mais monsieur Margueritte, c'est pas la fin du mois qu'on attend, c'est déjà le début de mois ou le milieu de mois ». Donc moi je respecte mes adversaires politiques, mes concurrents politiques, chacun fait sa campagne comme il l'entend et je suis très concentré sur la mienne. Maintenant voilà, je pose 2 questions, c'est quels projets territoriaux? Moi j'en ai un, c'est continuer, notamment l'hôpital de Montceau-les-Mines, la construction de la brigade de gendarmerie. Maintenant, il faut mettre en œuvre les décisions qui ont été prises et qui ont été obtenues notamment grâce à mon action. Ça, c'est le projet territorial. Et puis, nous avons le projet national. Et donc, chacun doit se positionner aussi sur le groupe dans lequel il va voter, les options politiques qu'il va présenter. Moi, elles sont claires, elles sont engagées autour de la majorité actuelle et autour surtout de la valeur du travail, du pouvoir d'achat. Continuer à faire en sorte que le travail paye plus et encore davantage par rapport aux revenus de solidarité et aux revenus d'assistance, même s'ils ont leur justification bien sûr, et les questions d'école et de santé, on a encore de nombreux problèmes à régler, il faut qu'on continue, on a des premiers résultats, mais qui ne sont pas assez tangibles, et donc voilà, moi je respecte mes adversaires politiques, j'aurai plaisir, si besoin, de débattre avec eux. Alors, les Français sont quand même assez mécontents des 7 ans de Macronie, et ils l'ont montré aux élections européennes. Alors comment les inciter à revoter pour la Macronie, donc pour Renaissance, Horizon, etc. Et comment les inciter à revoter pour vous, en sachant qu'il y a un malaise quand même assez important dans la population de la 5e, mais aussi de toute la France. D'abord, les élections législatives, il y a toujours eu 2 volets à ces élections. Il y a un enjeu national, bien évidemment,
Et moi, je pose la question à ceux qui promeuvent ces idées. Est-ce que vous voulez demain le Rassemblement national d'une part, l'extrême droite d'une part, ou l'extrême gauche d'autre part au pouvoir pour représenter la France, pour donner les grandes options politiques au pays? Ensuite, vous avez un enjeu, et c'est toujours le cas dans les élections législatives locales, de personnes. Moi, je fais aussi campagne sur mon bilan et sur mon action, aux côtés de Marie-Claude Jarraud, qui est maire de Mont-Soleil-Mines, et avec qui nous formons un binôme très efficace, un binôme de compétences, et nous sommes au fond très complémentaires. Et ce que je veux dire à tous ceux qui sont déçus, non seulement de l'action du président, mais aussi de la mienne, parce que moi je suis fidèle aussi en ça, je ne vais pas changer d'avis sur cette question, même si on n'a pas tout bien fait. Bien évidemment, il faut savoir se remettre en question. Les élections, les résultats nous le montrent, les résultats des élections, c'est de dire que, bien sûr qu'il y a des fortes attentes. D'abord, on a protégé les entreprises pendant le Covid, et on l'a fait de façon massive. On a été un des pays d'Europe qui avons le plus protégé à la fois les particuliers, les ménages, et les entreprises, qu'il y a eu beaucoup d'efforts qui a été fait en termes de stabilité fiscale, en termes d'amélioration des conditions d'entreprendre pour les entrepreneurs, pour la création d'emplois. On a eu des résultats extrêmement forts, notamment dans l'industrie, dans des bassins comme le nôtre. Et c'est vrai, il y a du mécontentement sur des questions de sécurité, des questions de maîtrise de nos flux migratoires, des questions de santé, des questions d'hôpitaux. Donc ce que je veux leur dire, c'est que nous avons eu des premiers résultats, sans doute pas tangibles, mais qu'il faut qu'on continue, qu'on aille plus loin, peut-être plus fortement, qu'on soit peut-être moins léger sur certaines questions, ça c'est vrai, mais voilà, en tout cas moi je serai à leur côté. Il y a des problèmes de sécurité et de sécurité du quotidien qui ne sont pas surtout sont pas toujours des questions de grand banditisme ou de grande délinquance. Nous avons malheureusement de la petite délinquance, mais qui pourrit la vie de nos concitoyens, et ils nous le disent, les cambriolages, les agressions, ça c'est une vraie difficulté. Notre vraie réponse, c'est de mettre des policiers et des gendarmes davantage dans nos territoires, et on a commencé à le faire, on l'a fait d'ailleurs, on a rattrapé les années précédentes des quinquennat de Nicolas Sarkozy et de François Hollande. Il faut qu'on aille plus loin, bien sûr, et s'il faut le faire plus, et bien moi je ferai partie de ceux qui seront en faveur de plus de bleu dans nos rues de villes et de villages. Donc il faut qu'on continue, qu'on aille plus loin, peut-être plus fortement, et qu'on soit peut-être moins timoré sur certains sujets, très probablement. Alors, il y a trois grandes questions qui inquiètent les Français, c'est le pouvoir d'achat, c'est la sécurité, on en a un peu parlé, mais c'est aussi l'immigration. Alors, par rapport à l'immigration, il y a une nouvelle loi qui a été votée, puis il y a une loi européenne qui va sûrement peut-être être enlevée. Quelle est votre position par rapport à l'immigration? Qu'est-ce qu'on fait pour contrôler mieux le flux migratoire? Eh bien, ma position, elle est extrêmement claire. D'abord, j'étais un des premiers à annoncer en Bourgogne-Franche-Comté que je voterais la loi immigration. Je l'ai faite sans détour, et je sais que ça va mécontenter certains. Moi, j'ai reçu plusieurs mails d'insultes, mais je suis assez clair sur le sujet. Il faut que la France, et aujourd'hui ce n'est pas le cas, pas totalement le cas, maîtrise ses flux migratoires, et qu'on puisse être en mesure d'accueillir ceux que nous souhaitons accueillir. Je crois que c'est important. Donc nous avons effectivement un sujet européen, avec le pacte asile-immigration, qui est une révolution, et certains pourraient dire pourquoi vous ne l'avez pas fait avant. Bon, il se trouve qu'on l'a fait maintenant. C'est la capacité à pouvoir dire que les candidats à l'arrivée, en tout cas sur le sol européen de l'espace Schengen, eh bien nous puissions leur dire demain, eh bien vous pouvez venir, ou au contraire vous ne pouvez pas venir, et avoir la capacité justement à refuser des entrées sur l'espace Schengen. Ça c'est le premier élément, et ça n'a jamais été fait avant. Premier sujet. Deuxième sujet, sur la loi immigration, nous avons maintenant la capacité, avec la loi que nous avons votée, et c'était pas simple, eh bien de pouvoir expulser ceux qui commettent des délits, voire des crimes, et qui n'ont pas vocation à rester sur notre sol. Moi, je suis très clair sur cette question. Les étrangers qui commettent des délits graves sur le territoire national, eh bien, ont vocation à repartir chez eux. Voilà, il faut être extrêmement clair sur cette question. Mais alors, le problème, c'est que il y a des EQTF qui sont pas appliqués. Alors, il y a des EQTF qui sont pas appliqués. Alors, déjà, il y a eu un effort qui a été fait, donc c'est mieux qu'avant. Je dis pas que c'est parfait. C'est moins bien que les Allemands, en tout cas. C'est un peu moins que les Allemands, mais on commence à s'en rapprocher. Pour une raison simple, c'est que nous avons des difficultés avec certains pays, notamment des pays d'Afrique, mais pas seulement d'ailleurs, puisqu'on parle souvent de pays d'Afrique, effectivement, qui parfois ne nous reconnaissent pas leurs ressortissants, et qui ne nous donnent pas de laissez-passer consulaire. Donc là aussi, ceux qui disent demain je ferai 100% de QTF, ça n'arrivera pas, parce qu'on ne va pas jeter les gens du haut de l'avion. Enfin, il faut le minimum d'humanité quand la façon dont on s'occupe des gens. En revanche, effectivement, il faut que nous ayons une politique, et nous avons commencé à le faire, puisque les autres QTF, les taux de QTF se sont améliorés. Ils ont été très bas en 2020 et 2021. On a combien là, la crise. À peu près il faudrait que je vous retrouve le chiffre, mais on était à 17, 19, on s'est un peu augmenté. Je pense qu'on a dépassé de mémoire au moins les 25%. Il faudra vérifier ce chiffre. Mais là-dessus, il faut qu'on aille beaucoup plus loin. Nos taux d'expulsion de QTF, il est augmenté avec le temps, donc on se rapproche du taux des Allemands. Il faut qu'on aille plus loin, qu'on exécute. Je sais que les préfets, les services préfectoraux font
tout le travail nécessaire et tout leur engagement. Il faut qu'on aille plus loin. Mais là-dessus, c'est vraiment une question de mettre fin à l'immigration n'a aucun sens parce que l'immigration, on en a besoin, y compris d'un point de vue économique. Et les chefs d'entreprise nous le disent. Il y a certains secteurs dans lesquels nous n'arrivons pas à recruter chez nous. Donc, effectivement, nous avons besoin d'un peu d'immigration économique. Ça dépend des secteurs. Mais en revanche, dire on maîtrise nos flux migratoires et nous devons être en mesure de décider, nous, qui nous devons accepter ou qui nous devons expulser de notre territoire parce qu'ils se représentent un danger pour l'ordre public, ça doit être clair et il faut qu'on s'améliore encore sur ces questions. Et pour l'intégration, bon, il y a des gens qui demandent l'asile politique, hein, donc ils arrivent en France, ils attendent un temps très long, un an et demi. Pendant cet un an et demi, ils sont dans des foyers comme à Doma, à Chalon, et ils ne travaillent pas, parce qu'ils n'ont pas le droit, ils n'apprennent pas le français, il ne faut rien. Alors est-ce que vous avez envie de porter une politique pour les accueillir mieux, les intégrer mieux, que ça aille plus vite? Alors, je crois que c'est tout à fait le sujet. Le sujet, c'est la capacité à prendre des décisions beaucoup plus rapidement. Quand quelqu'un demande l'asile, d'abord il demande l'asile auprès de l'OFPRA, qui est l'Office français des réfugiés et des apatrides, qui instruit. Ensuite, vous avez différentes procédures d'appel. Et donc en fait, entre le moment où vous faites votre demande, où vous arrivez sur le sol territoire national, et le moment où il y a une OQTF qui est exécutable, eh bien il peut se passer effectivement, comme vous le dites, plusieurs mois, voire plusieurs années. 1 an et demi, 2 ans. 1 an et demi, 2 ans, parfois c'est inadmissible. Absolument. C'est pas admissible, non seulement pour nous, pour le territoire français, qui devons être en maîtrise de nos frontières, ça c'est très important, mais aussi et surtout pour les personnes qui le demandent, parce que comme vous dites, alors ils travaillent au noir, etc. Ils travaillent au noir, ils travaillent pas, ils travaillent au noir. Hein. Non mais bien sûr, et c'est un énorme problème, et tout le monde le sait, c'est un énorme problème. Donc là-dessus, la loi immigration, peut-être que ça suffira pas, qu'il faudra aller plus loin, elle va permettre au contraire de réduire les délais, d'avoir des capacités à instruire beaucoup plus rapides, où on n'enlève pas les droits, y compris de ceux qui demandent l'asile chez nous, mais en revanche, on va leur donner une réponse plus rapide. Il faut que ce 1 an et demi, ce 2 ans, dans les cas extrêmes, redeviennent par exemple 6 mois, je donne un exemple, maximum, mais ça me semble être un bon délai. Donc en 6 mois, il faut que nous ayons une décision définitive, purgée de tous les recours, qui doivent rester la norme, pouvoir se défendre, devoir défendre son dossier. Bien sûr, la France a vocation à accueillir ceux dans lesquels ils sont en menace de vie, pour leur propre vie, pour la leur ou pour celle de leurs enfants. Les pays en guerre, je pense à l'Afghanistan, je pense au Yémen, je pense à ces pays où renvoyer quelqu'un chez lui. Bien sûr, la Syrie, voilà. Il y a cette question-là. Ensuite, il y a la question des mineurs. La question des mineurs. Et ça, c'est une question notamment les mineurs accompagnés, dont les départements sont compétents. Là-dessus, je pense que c'est l'honneur de la France de continuer à accueillir les mineurs, pour autant qu'on connaisse leur âge. Parce qu'il y a aussi souvent des gens qui n'ont pas de papier et donc on a du mal à évaluer l'âge. Voilà. En revanche, des personnes pour lesquelles il n'y a pas de difficulté, il n'y a pas de problème pour leur propre vie, pour la vie humaine, et qui n'ont pas vocation à rester sur notre territoire parce que la justification n'est pas là, et c'est là qu'il faut rentrer dans le détail, eh bien oui, nous devons maîtriser maîtriser nos flux. Donc il faut avoir un discours équilibré sur ces questions. Expliquer que la France ne va plus accueillir des migrés n'a aucun sens, et même d'une certaine façon dangereux pour notre modèle économique et social. En revanche, traiter les difficultés et notamment renvoyer tous ceux qui représentent, et je suis très clair là-dessus, une menace pour l'ordre public, alors oui, on a vocation à se donner tous les moyens nécessaires pour les renvoyer dans leur pays d'origine. Alors aussi, bon, la délinquance, on en a parlé un petit peu, mais on voit que les délinquants sont de plus en plus jeunes, et il y a aussi une délinquance de plus en plus forte liée au trafic, au narcotrafic. On prendra comme référence le rapport du sénateur de la commission du Sénat, présenté par le sénateur de Saône-et-Loire. Alors, que faire par rapport à cette délinquance de plus en plus forte et faite par des gens de plus en plus faiblement âgés? Oui, c'est un vrai sujet, et moi je salue les travaux du sénateur Durin là-dessus, parce que la drogue est un vrai fléau, et on voit commencer à poindre des méthodes du grand banditisme qu'on voyait dans certains films d'Amérique du Sud. Donc on voyait en Amérique du Sud, malheureusement le drame dans l'heure au péage d'Incarville nous l'a montré, et c'est évidemment un drame pour les familles et pour les agents de l'administration pénitentiaire. Moi je voudrais simplement dire que oui, la délinquance est de plus en plus violente d'une certaine façon, parce qu'on voit maintenant des armes de guerre, on voit d'une certaine façon on est désinhibé par rapport à la vie humaine, et effectivement maintenant des jeunes qui n'hésitent pas à porter atteinte à la vie humaine. Moi je crois qu'il faut avoir des moyens qui sont beaucoup plus forts, à la fois des moyens techniques, et ça a été le cas notamment sur des brigades spécialisées de CRS, notamment je pense aux cités de Marseille, aux cités de Nice, où on envoyait des unités spécialisées. Ça marche. Alors ça marche pour autant qu'ils restent sur le terrain, bien sûr.
bien sûr, et c'est le cas. Enfin, c'est le cas pour une partie d'entre elles. Certains disent oui, la police descend et puis quand elle s'en va, eh bien, les trafics reprennent. C'est vrai, c'est pour ça qu'il faut qu'ils restent. Il faut être sans pitié vis-à-vis de ceux qui s'adonnent au trafic de drogue, parce que le trafic de drogue est un fléau, et parce que si vous avez des jeunes qui rentrent dans le banditisme, dans la délinquance, c'est parce que ça rapporte plus, tout simplement. Donc il ne faut pas être naïf sur ces questions. Donc il faut avoir des moyens techniques supplémentaires. Ça commence à être le cas. Je rappelle quand même qu'on a mis 1 milliard de plus sur l'armement des policiers et des gendarmes dans la loi LOPMI, et ça n'était jamais arrivé auparavant, jusqu'à présent. Ça, c'est le premier point. Et ensuite, il faut se donner plus de moyens juridiques d'interpellation, et surtout, parce qu'on parle beaucoup aussi de la réponse judiciaire et de la réponse pénale, il faut qu'il y ait une réponse pénale qui soit beaucoup plus immédiate et beaucoup plus rapide. C'est moins une question de peine, même si on peut avoir ce débat-là, y compris les questions de justice pénale des mineurs, de responsabilité des mineurs. Ça, effectivement, c'est un débat que le Premier ministre a ouvert et il a eu raison de le faire, mais aussi de rapidité de la réponse judiciaire. Et sur cette rapidité, il faut donner les moyens de justice. Nous avons commencé à le faire. Et de façon massive, y compris sur le tribunal judiciaire de Chalon-sur-Saône. Et s'il faut aller plus loin sur ces questions-là, moi je m'engage à le porter. Au niveau du pouvoir d'achat, une ou deux mesures qui vont permettre aux Français de mieux vivre, parce qu'actuellement ils vivent mal. Oui, ils vivent mal parce que notamment dans notre département, tout le monde me dit l'essence est chère. L'essence d'ailleurs est revenue au prix auquel il était presque il y a 2 ans, pas tout à fait. On a les prix de l'énergie qui ont un petit peu augmenté, même s'ils ont, je le rappelle, moins augmenté que dans beaucoup d'autres pays de l'Union européenne. Donc tout ça est vrai. Moi je pense qu'il faut qu'on aille beaucoup plus loin en termes de partage de la valeur. Moi j'ai porté une loi qui a été déjà une première étape. Donc quand une entreprise effectivement dégage des bénéfices plus importants que ce qu'elle aurait pu dégager, j'allais dire en temps normal, alors il est normal qu'il y ait un mécanisme automatique ou semi-automatique de redistribution. Je pense notamment à la prime de partage de la valeur, qui a été décriée par certains, mais même les organisations syndicales reconnaissent qu'elle est bonne, et notamment pour les PME, les TPE, parce que ça donne la capacité aux chefs d'entreprise de verser une prime individuelle, je le rappelle, défiscalisée jusqu'à 3 SMIC, et ça c'est une vraie aide de la puissance publique, c'est comment je donne tous les coups de pouce, donc tous les dispositifs qui laissent la souplesse nécessaire aux chefs d'entreprise. C'est une prime qui permet quoi? Alors c'est une prime qui, alors il y a des règles d'emploi, et notamment vis-à-vis de la communauté des salariés, mais c'est une prime qui est discrétionnaire, et qui est défiscalisée, en tout cas qui ne subit pas de charges sociales et fiscales, et surtout qui est déductible de l'impôt sur les revenus pour les revenus du foyer fiscal jusqu'à 3 SMIC. Donc concrètement, c'est une aide très précieuse. Parce que ceux qui vous disent on va augmenter les salaires, mais en fait, on n'est pas en économie dirigée. Enfin, en tout cas, la France Insoumise vous explique qu'on va augmenter les salaires. Mais enfin, on va pas voter une loi en expliquant que demain, tous les salaires sont supérieurs à 10%. La proposition d'augmentation du SMIC, je le dis très clairement, est totalement suicidaire. Ça va tuer des centaines de milliers d'emplois au bas mot. Et allez voir les chefs d'entreprise de TPE et de PME de tout notre bassin et allez leur demander ce qu'ils pensent d'une telle mesure. Donc au contraire, il faut qu'on continue notre politique de soutien à l'économie et de soutien aux entreprises, peut-être en allant plus loin, peut-être qu'il faut qu'on revoie aussi le profil des allègements de charges, ça aussi c'est une question, peut-être pour être encore plus allégé sur les bas salaires et les salaires des catégories moyennes. Donc il faut que nous regardions ça, et peut-être qu'on aille plus loin dans les plafonds d'utilisation des primes dites Macron, en tout cas des primes de partage de la valeur. Donc au niveau énergie, donc il est prévu des baisses, si j'ai bien compris, par le gouvernement. Promesse de baisse, parce que c'est vrai, il a un peu augmenté, le tarif réglementé a augmenté. Alors encore une fois, il est resté inférieur à ceux de beaucoup d'autres pays européens, et ce tarif, il inclut d'une certaine façon la maintenance des réacteurs nucléaires, qui sont très importants pour notre indépendance énergétique au cours des prochaines années, des prochaines dizaines d'années. Donc oui, il faut que nous opérions une baisse, et le Premier ministre a eu raison de l'annoncer, pour que nous ayons un tarif qui soit abordable, soutenable pour beaucoup de nos familles modestes ou de classe moyenne. Alors pour finir, une petite question un petit peu piège. Vous êtes au 2e tour, donc bien sûr vous allez voter pour vous, d'accord? Si vous êtes au 2e tour, vous votez pour vous. Au 1er tour aussi d'ailleurs. Au 1er tour aussi, hein, je pense, oui, c'est mieux. Mais vous serez, admettons que vous êtes au 2e tour. Si vous n'êtes pas au 2e tour, et si il y a au 2e tour le Front National contre le Front Populaire, avec la LFI, puisque la candidate est membre de LFI, quelle est votre position? Vous appelez à voter pour qui, ou vous appelez à aller comme le dit le président du Sénat,
ne pas voter? Alors, 3 éléments. D'abord, je suis très concentré sur le premier tour, chaque chose en son temps. Et je ne sais pas. Voilà, donc je crois que ce type de questions ne doit pas être traité maintenant. Elles seront traitées en leur temps, ça c'est le premier élément. Deuxièmement, moi je crois assez peu aux consignes de vote. Je crois en revanche à la force de la conviction. Et c'est pas une formule ce que je vous dis, c'est que la réalité, c'est que je sais que les dirigeants politiques ont l'habitude d'appeler à voter, etc. C'est ce que dit le président du Sénat. Oui, voilà, exactement. Alors, je pense que soutenir une action, ça c'est très important. Moi je remercie notamment les maires de ma circonscription qui soutiennent mon action, et quelle que soit leur sensibilité. Mais voilà, ça c'est le deuxième élément. Troisième élément, moi je distingue le Front Populaire, au sein du Front Populaire, la France Insoumise des autres partis qui composent le Front Populaire. Moi j'ai très bien travaillé notamment avec une députée écologiste de Paris sur la question du pouvoir d'achat justement et du partage de la valeur. On n'avait pas les mêmes options idéologiques, à l'évidence, mais pourtant on a fait quelques propositions ensemble. Moi, on a travaillé avec le Parti socialiste sur les questions des énergies renouvelables. On a et bien évidemment également travaillé avec de l'autre côté de l'échiquier avec les Républicains. Moi, on a pu signer des amendements ensemble. On peut toujours faire des choses ensemble. Mais je crois que la France insoumise pose un réel problème j'allais dire presque pour la République, parce que ils menacent un certain nombre de nos libertés publiques, la question de la propriété privée. Ils ont tendance à opposer les uns et les autres. Ils contestent le caractère terroriste du mouvement du Hamas. Et bien sûr que toute vie humaine se vaut entre les citoyens israéliens et les citoyens palestiniens, mais je crois qu'il faut appeler les choses par ce qu'elles sont. Donc, et puis je ne parle même pas de l'antisémitisme qui est un vrai fléau, et on voit des gens qui ont changé leur nom d'interphone parce qu'ils avaient un nom à consonance juive. Je ne connais pas les positions personnelles de la candidate de la France Insoumise. Ce que je peux juste dire, c'est que la France Insoumise, oui, représente un danger pour la République, au même titre que l'extrême droite. Donc entre la France Insoumise et l'extrême droite, il est très probable que je vote blanc.